La nuit du 17 octobre 2003 restera gravée dans la mémoire des habitants de Saint-Cyprien, un petit village niché au cœur de la Dordogne. Une nuit d'automne où le silence de la campagne fut brutalement brisé par les hurlements d'un incendie. Vers 3 heures du matin, une odeur de fumée épaisse se répandit dans l'air humide. Au loin, des lueurs orangées déchiraient à l'obscurité, projetant des ombres tremblantes sur les collines environnantes. C'est un voisin, réveillé par des crépitements inhabituels, qui alerta les pompiers. De sa fenêtre, il aperçut la silhouette d'une maison en proie aux flammes, une bâtisse familiale isolée, désormais transformée en brasier. Le spectacle était terrifiant. Les flammes s'élevaient haut dans le ciel, léchant les tuiles, s'effondrant sur les poutres, engloutissant tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Lorsque les secours arrivèrent, la chaleur était telle qu'ils durent rester à distance, impuissants pendant de longues minutes, tandis que le feu ravageait la maison. Les sapeurs-pompiers, rompus aux interventions les plus difficiles, savaient d'instinct que derrière ces murs embrasés, le drame était déjà en cours. Les cris qu'ils crurent entendre d'abord, portés par le vent, s'étaient tus, laissant place au vacarme macabre du bois qui craque et des vitres qui explosent. Au petit matin, lorsque les flammes furent enfin maîtrisées, le paysage était méconnaissable. Les murs de pierre noircis tenaient encore debout par fragments, mais l'intérieur n'était plus qu'un amas calciné de cendres et de ferrailles tordues. Dans les décombres, les pompiers firent une découverte insoutenable. Au rez-de-chaussée, dans ce qui avait été le salon, ils retrouvèrent 3 corps carbonisés, serrés les uns contre les autres. Les gendarmes, arrivés sur les lieux, furent frappés par la violence du sinistre. Il ne s'agissait pas d'un simple accident domestique, l'incendie semblait d'une intensité anormale. Et surtout, les corps retrouvés portaient des marques troublantes, des indices qui allaient très vite orienter l'enquête dans une direction inattendue. La nouvelle se répandit dans le village en quelques heures. Une famille entière venait de périr dans des conditions atroces. On parlait des Dupont, une famille discrète, connue de tous. Les parents, la cinquantaine, tenaient une petite exploitation agricole et leur fille unique, âgée de 16 ans, étudiait au lycée voisin. Les habitants, sous le choc, se rassemblèrent aux abords de la maison calcinée, observant en silence le balai des enquêteurs. Les visages étaient figés par l'effroi. Personne ne pouvait concevoir qu'un tel drame puisse frapper ici, dans cette campagne paisible loin de la brutalité des grandes villes. Les gendarmes commencèrent leur constatation. Rapidement, certains détails firent naître le doute. Des odeurs persistantes d'hydrocarbures flottaient encore dans l'air. Des traces suspectes sur les murs semblaient indiquer une propagation accélérée des flammes. Et surtout, sur l'un des corps, les légistes crurent distinguer des blessures antérieures à l'incendie. Était-ce un accident ou un crime maquillé ? Dès les premières heures, la scène prit une dimension encore plus glaçante. Ce qui ressemblait à une tragédie domestique s'annonçait désormais comme une affaire criminelle d'une rare violence. L'émotion fit rapidement place à la peur et dans les rues de Saint-Cyprien, les conversations se chargeaient d'une inquiétude sourde. Qui aurait pu vouloir détruire ainsi toute une famille ? Au commissariat, les enquêteurs comprenaient qu'ils faisaient face à une énigme particulièrement sombre. Une maison volontairement incendiée, 3 victimes, et derrière les cendres, des secrets qui ne demandaient qu'à être révélés. Ce matin-là, la Dordogne s'éveillait avec une certitude glaçante. Ce n'était pas un simple accident. C'était le début d'une affaire criminelle qui allait marquer durablement toute une région. Et tandis que les premières rumeurs commençaient à circuler, les gendarmes se préparaient à plonger dans l'intimité d'une famille dont la vie, en apparence tranquille, cachait peut-être bien plus de tensions qu'il n'y paraissait. Saint-Cyprien, c'est un village comme il en existe des centaines en Dordogne. À peine plus de 2000 habitants, une place centrale dominée par une église romane, quelques commerces de proximité, un café qui fait aussi office de point de rencontre pour les habitués et des ruelles pavées qui serpentent entre des maisons de pierre ocre patinées par le temps. Ici, tout le monde se connaît et les nouvelles circulent si vite. On y vit au rythme lent de la campagne, entre la cloche de l'église, les marchés du samedi matin et les fêtes de village en été. La Dordogne, réputée pour sa douceur de vivre, ses paysages vallonnés et ses forêts denses, attire chaque année des touristes. Mais pour les habitants, c'est avant tout un territoire rude, exigeant. La vie agricole n'y est pas facile, et beaucoup de familles jonglent entre petits revenus et entraident entre voisins. Dans ce cadre, les Dupont étaient respectés. Pas riches, mais pas misérables non plus. Une famille discrète, sans histoire, qui inspirait confiance. Jean Dupont, le père, était un homme de 54 ans. Grand, solide, marqué par des années de travail manuel. Il avait repris l'exploitation familiale, une petite ferme où l'on élevait quelques vaches laitières et où l'on cultivait du maïs. Ses journées commençaient tôt, bien avant le lever du soleil, et se terminaient tard au rythme immuable des saisons. C'était un homme peu bavard mais travailleur sur qui l'on pouvait compter.
Dans le village, on le décrivait comme droit, parfois un peu austère mais honnête. À ses côtés, son épouse Marie avait 50 ans. Plus effacée, plus discrète encore que son mari, elle consacrait son temps à la maison, à la gestion des papiers de l'exploitation et à l'éducation de leur fille. Ceux qui la connaissaient parlaient d'une femme gentille, dévouée, parfois un peu anxieuse. On la voyait souvent au marché, un panier sous le bras, échangeant des sourires avec les commerçants, mais sans jamais s'attarder dans de longues discussions. Et puis, il y avait Émilie, leur fille unique, 16 ans à peine. Lycéenne à Sarlat, elle faisait chaque jour le trajet en bus scolaire. Les enseignants la décrivaient comme une élève sérieuse, appliquée, pas brillante, mais studieuse. Ses camarades la trouvaient gentille, plutôt réservée, une adolescente sans histoire. Elle aimait lire, écouter de la musique, sortir parfois avec 2 ou 3 copines du lycée. Mais contrairement à beaucoup de jeunes de son âge, elle restait très attachée à sa famille, très présente au foyer. Ses amis racontèrent plus tard qu'elle refusait souvent les invitations pour rentrer aider ses parents à la ferme. Une famille soudée donc, mais en marge des grandes dynamiques sociales. Les Dupont n'étaient là pas riches. Ils ne participaient pas vraiment aux activités associatives du village et se contentaient de rester entre eux, un peu en retrait mais jamais suspects. Dans une petite communauté rurale où chacun se connaît, cela suffisait parfois à alimenter de vagues curiosités, mais rien de plus. Ce soir-là, la veille du drame, plusieurs voisins avaient pourtant remarqué une atmosphère inhabituelle. Les Dupont n'étaient pas sortis comme à leur habitude, aucune lumière n'avait brillé longtemps dans la maison et le silence avait semblé peser sur la bâtisse isolée. Mais dans un village où l'on se garde bien de juger les autres, personne n'y prêta attention. Lorsque le drame éclata, l'image de cette famille tranquille vola en éclats. Comment expliquer qu'une famille sans histoire puisse ainsi disparaître dans les flammes ? À la gendarmerie, les enquêteurs se penchaient déjà sur les Dupont, leur quotidien, leurs relations, leurs finances, leurs habitudes. Car derrière les apparences de normalité, il arrive souvent que se cachent des tensions invisibles. Très vite, l'entourage fut interrogé. Des proches parents, des amis de passage, des commerçants du marché, des camarades de classe d'Émilie. Les gendarmes cherchaient des failles, des contradictions, des éléments qui permettraient de comprendre. Était-ce une vengeance ? Une querelle familiale, ou bien la main d'un inconnu, d'un prédateur venu de l'extérieur? Dans les jours qui suivirent, le village vécut au rythme des interrogatoires. Les gendarmes multipliaient les allers-retours, établissant un portrait précis de la famille Dupont. Et plus les témoignages s'accumulaient, plus une évidence se dessinait. Malgré les apparences paisibles, certaines ombres flottaient autour de la famille. Des dettes discrètes, des rumeurs d'altercation, et même, disait-on à voix basse, quelques secrets que les Dupont avaient soigneusement cachés derrière leurs murs de pierre. La façade d'une vie simple et sans histoire commençait à se fissurer. Et au cœur de cette image encore confuse, une question revenait sans cesse. Que s'était-il réellement passé dans cette maison avant que les flammes n'engloutissent tout ? Les enquêteurs s'avèrent désormais qu'ils ne pourraient pas se contenter d'expliquer un incendie. Pour comprendre, il leur faudrait explorer chaque détail de la vie des Dupont, déterrer chaque secret enfoui dans cette campagne apparemment tranquille. Car plus ils s'approchaient de la vérité, plus le mystère semblait s'épaissir. Et dans les rues de Saint-Cyprien, une inquiétude nouvelle se propageait. Si ce n'était pas un accident, alors cela signifiait qu'un criminel rôdait peut-être parmi eux, dissimulé derrière les visages familiers du village. Pour comprendre ce qui s'était joué dans la maison des Dupont, il fallait remonter aux trajectoires de chacun. Derrière l'apparente banalité se dessinaient des personnalités plus complexes qu'il n'y paraissait, et des relations parfois plus tendues que l'image tranquille renvoyée à l'extérieur. Jean Dupont, d'abord. Dans le village, on l'appelait souvent le taiseux. Peu d'amis, pas de grande démonstration sociale. Sa vie se résumait à la ferme et à sa famille. Mais derrière ce portrait d'homme droit, certains anciens voisins évoquaient un caractère autoritaire, une rigidité marquée. Jean n'aimait pas qu'on lui tienne tête. Son épouse et sa fille le savaient. Et c'est sans doute pour cela qu'elle lui cédait de souvent, préférant le calme au conflit. Marie, son épouse, incarnait une figure presque effacée. Ceux qui la connaissaient parlaient d'une femme douce mais soumise. On la voyait rarement seule au village, toujours en retrait, toujours attentive à ne pas froisser son mari. À l'église, aux cérémonies locales, elle s'asseyait discrètement dans les derniers bancs sans chercher à se faire remarquer. On disait aussi qu'elle n'avait jamais vraiment eu de vie professionnelle indépendante. Tout tournait autour de la maison, de l'exploitation, de l'éducation d'Émilie. Émilie, quant à elle, représentait peut-être le seul souffle de modernité dans cette famille attachée aux traditions. Adolescente de 16 ans, studieuse mais rêveuse, elle aspirait à une vie plus libre, loin du cadre rigide imposé par son père. Ses camarades racontèrent plus tard qu'elle parlait parfois d'un ailleurs, d'un départ après le bac. Mais dans le quotidien, Émilie restait proche de sa mère, presque fusionnelle. Marie était son refuge, celle avec qui elle pouvait se confier, loin du regard sévère de Jean. Les voisins confirmèrent cette dynamique.
La maison Dupont semblait ordonnée, stricte, mais sans éclat visible. Pas de cris qui traversaient les murs, pas de disputes publiques. Pourtant, quelques confidences, recueillies après le drame, laissèrent entrevoir une autre réalité. Une amie de lycée évoqua les colères soudaines de Jean, sa manière de rabrouer sa fille pour une simple note trop basse ou pour un retard à la ferme. Une autre rapporta qu'Émilie se plaignait parfois de se sentir enfermée, de ne pas avoir le droit de sortir autant qu'elle le souhaitait. Autour de la famille gravitaient aussi quelques figures clés. Il y avait d'abord le frère de Jean, installé dans une commune voisine. Entre les deux hommes, les relations n'étaient pas au beau fixe. Une histoire de succession agricole, des terres partagées inégalement, une rancune jamais totalement apaisée. On les voyait rarement ensemble, et lorsqu'ils se croisaient aux réunions familiales, la tension était palpable. Puis il y avait les voisins les plus proches, une famille installée à quelques centaines de mètres. Eux décrivaient les Dupont comme distants, presque méfiants. Jamais un apéritif partagé, jamais une entraide spontanée, contrairement à ce qui se pratiquait souvent à la campagne. Comme si les Dupont s'étaient volontairement tenus à l'écart des autres. Dans le cercle plus large, quelques amitiés existaient, malgré tout. Un couple d'amis, rencontrés lors de foires agricoles, venait parfois dîner chez eux. Mais là encore, tout semblait cadré, mesuré, comme si Jean contrôlait l'image qu'il voulait donner. En retraçant les dernières semaines de leur vie, les enquêteurs découvrirent plusieurs détails troublants. Jean avait récemment contracté un prêt bancaire pour moderniser une partie de l'exploitation. Une décision risquée, car les finances de la ferme étaient fragiles. Certains proches affirmaient d'eux que cette charge pesait sur lui, accentuant son caractère déjà tendu. De son côté, Émilie entretenait une correspondance discrète avec un camarade de lycée, un jeune homme qu'elle voyait parfois en cachette. Rien de scandaleux, mais pour une famille aussi stricte, cette relation naissante pouvait représenter un conflit latent, un désir d'émancipation qui allait à l'encontre de l'autorité paternelle. À mesure que les portraits se dessinaient, un tableau plus contrasté apparaissait, celui d'une famille soudée en apparence, mais traversée de tensions silencieuses. Une autorité paternelle écrasante, une épouse effacée, une adolescente en quête de liberté. Autour, des rancunes familiales, des finances fragiles et quelques secrets d'adolescence. Les enquêteurs le savaient, ce sont souvent ces détails anodins, ces failles discrètes, qui deviennent le terreau fertile d'un drame. Car si les Dupont n'avaient jamais fait parler d'eux avant, cela ne signifiait pas que leur vie était exempte de conflits. Et dans les villages, chacun le savait, derrière les façades de pierre, derrière les sourires échangés au marché, il y a parfois des histoires d'ombre que personne n'imagine. Peu à peu, les gendarmes comprenaient que pour résoudre l'énigme de cette nuit d'octobre, il leur faudrait explorer ces fissures invisibles. Car sous la surface tranquille, la famille Dupont semblait déjà porter en elle les germes d'un drame annoncé. Et pendant que les enquêteurs reconstituaient patiemment ces vies croisées, une inquiétude s'installait. Ces tensions suffisaient-elles à expliquer la brutalité d'un incendie criminel? Ou bien une autre main, extérieure à ce cercle intime, était-elle intervenue dans l'ombre? L'affaire venait à peine de commencer et déjà, les certitudes vacillaient. Le mystère s'épaississait et derrière les cendres, la vérité paraissait encore plus difficile à atteindre. Au fil des premiers jours d'enquête, les gendarmes commencèrent à démêler les fils invisibles qui reliaient la famille Dupont à leur entourage. Et dans ces échanges, des contradictions apparurent comme de petites fissures dans le vernis d'une vie en apparence ordinaire. Certains proches affirmaient que tout allait bien, que Jean Dupont était un homme droit, sans histoire. D'autres, plus discrets, évoquaient une personnalité ombrageuse, parfois dure, surtout lorsqu'il s'agissait d'argent ou d'autorité. Un voisin qui avait travaillé quelques mois à la ferme parla d'un homme exigeant, colérique, capable de s'emporter violemment pour une simple erreur dans les récoltes. Selon lui, Jean ne supportait pas la contradiction. D'autres témoignages mirent en lumière une tension financière plus forte qu'annoncée. Le prêt bancaire contracté quelques mois plus tôt pesait lourdement sur la ferme. Le prix du lait avait chuté, les récoltes n'avaient pas été aussi abondantes qu'espéré, et Jean s'était retrouvé acculé par des échéances de remboursement. À la banque locale, on confirma que plusieurs courriers de relance avaient été envoyés. Officiellement, il n'était pas encore en défaut de paiement, mais la situation inquiétait déjà. Marie, l'épouse, semblait porter une lourde inquiétude. Une amie rencontrée à l'église se rappela de ses confidences. Elle parlait de tensions à la maison, de nuits, où son mari s'emportait, de disputes qui laissaient des silences pesants pendant des jours. Rien de spectaculaire, pas de coups évoqués, mais une ambiance de plus en plus lourde qui imprégnait la maison. Quant à Émilie, plusieurs camarades évoquèrent une adolescente qui, dans les semaines précédant l'incendie, paraissait plus fatiguée, plus nerveuse. L'une de ses amies se souvint d'une phrase lâchée presque en chuchotant « J'en ai marre, j'ai besoin de partir d'ici ». Une confession d'ado qui aurait pu passer inaperçue, mais qui, à la lumière du drame, résonnait désormais autrement.
Et puis, il y avait ce jeune garçon rencontré au lycée, avec qui Émilie entretenait une relation discrète. Les gendarmes découvrirent quelques messages échangés, des mots tendres, mais aussi des phrases qui laissaient entrevoir des tensions à la maison. Elle y écrivait qu'elle avait peur de la réaction de son père s'il venait à découvrir la relation. Un autre détail troubla les enquêteurs. La veille du drame, plusieurs habitants du village rapportèrent avoir vu Jean Dupont plus nerveux que d'habitude. Au café, il avait eu une altercation avec un voisin à propos d'un banal sujet de clôture de terrain. Le ton était monté rapidement et certains affirmèrent qu'il avait quitté l'endroit furieux, jurant que les gens allaient la finir par le payer. Était-ce une simple colère passagère ou le signe d'un état d'esprit plus fragile? Dans l'entourage familial, les rancunes anciennes réapparaissaient aussi. Le frère de Jean interrogé ne cacha pas leur mésentente. Il affirma que Jean avait toujours eu besoin de tout contrôler et que leur relation était définitivement rompue depuis une dispute à propos de la ferme. Mais ce frère, qui vivait à une trentaine de kilomètres, se défendit de toute implication. Pourtant, les enquêteurs notèrent son attitude froide, presque distante, face à la mort tragique de son frère et de sa belle famille. Les enquêteurs explorèrent aussi les finances plus en détail. Ils découvrirent que Jean avait récemment augmenté son contrat d'assurance habitation, avec une clause couvrant spécifiquement les incendies. Un détail troublant, surtout quand on savait que la ferme était menacée financièrement. Était-ce une simple mesure de précaution ou un indice d'une préméditation macabre? À ce stade, deux pistes commençaient à se dessiner. Celle d'un drame familial où les tensions, l'autorité, les finances auraient pu pousser à l'irréparable. Et celle d'une intervention extérieure, d'une vengeance peut-être liée à des dettes ou à un conflit plus large. Mais ce qui troubla le plus les enquêteurs, ce furent les premiers résultats de l'autopsie. Sur l'un des corps, identifié comme celui de Jean, les légistes relevèrent des traces suspectes. Des blessures à la tête provoquées avant l'incendie. Sur Marie et Émilie, en revanche, aucune trace de lutte significative n'apparut, comme si elles avaient été surprises dans leur sommeil, incapables de réagir. Ces découvertes renforçaient l'hypothèse d'un geste criminel. Quelqu'un avait frappé Jean avant que le feu ne se déclare. Mais qui et pourquoi? Était-ce un intrus? Ou bien un membre même de la famille? Dans un scénario encore plus sombre, les premières certitudes s'effondraient et l'affaire prenait une tournure encore plus déroutante. Les Dupont n'étaient pas seulement des victimes. Certains indices laissaient entendre qu'ils avaient peut-être eux-mêmes participé, consciemment ou non, à la mécanique du drame. Dans les jours qui suivirent, la peur s'installa à Saint-Cyprien. Les habitants commençaient à fermer leurs portes à double tour, à se méfier des silhouettes inhabituelles dans les ruelles. La rumeur courait que l'assassin pouvait être l'un des leurs. Quelqu'un de connu, quelqu'un qui se mêlait encore à la vie du village comme si de rien n'était. Les gendarmes savaient qu'ils s'approchèrent d'un tournant, car chaque nouvelle découverte faisait émerger des zones d'ombre plus profondes. Et ce qu'ils allaient en mettre à jour dans les semaines suivantes allait bouleverser totalement le regard porté sur cette affaire. Car derrière la façade d'une vie simple et laborieuse, un engrenage de rancunes, de secrets et de mensonges commençait à se dessiner, préparant le terrain pour une vérité encore plus insoutenable. Les jours passaient, et chaque nouvel élément ramené par l'enquête jetait une lumière plus crue sur la vie des Dupont. Derrière les apparences de Miarons d'une famille moins laborieuse et discrète se dessinait une atmosphère lourde, presque étouffante, où les tensions s'étaient accumulées comme des braises prêtes à s'embraser. Les gendarmes interrogèrent de nouveau les proches, élargissant leur enquête aux semaines qui avaient précédé l'incendie. Plusieurs témoignages concordaient, Jean Dupont semblait de plus en plus nerveux. Certains le décrivaient comme à bout, marqué par la fatigue et les soucis financiers. D'autres parlaient de colère fréquente et parfois dirigée contre sa famille. Un soir, quelques semaines avant le drame, un voisin avait entendu des éclats de voix inhabituels provenant de la maison. Le ton autoritaire de Jean résonnait jusque dans la cour voisine. Le voisin n'avait pas osé intervenir, mais ce souvenir lui revint comme une évidence. La maison Dupont n'était pas aussi silencieuse qu'on le croyait. Les finances représentèrent le cœur du problème. Les dettes s'accumulaient et Jean aurait eu recours à des prêteurs privés pour combler certains manques. Une piste délicate, mais confirmée par un témoignage anonyme. Un commerçant du bourg affirma que Jean avait été vu en compagnie d'un homme connu pour ses affaires parallèles, un individu déjà impliqué dans plusieurs dossiers de menaces et de créances douteuses. L'enquête s'orienta alors vers une possible pression extérieure. Avait-il contracté une dette qu'il ne pouvait plus rembourser? Dans le même temps, la situation au sein du foyer se dégradait. Marie, de son côté, paraissait de plus en plus épuisée, inquiète. Elle aurait confié à une cousine que son mari ne supportait plus rien, que ses colères devenaient imprévisibles. Elle aurait même laissé entendre qu'elle envisageait de partir, mais sans avoir le courage d'affronter la réaction de Jean. Quant à Émilie, ses messages retrouvés sur son téléphone portable parlaient d'eux-mêmes. Elle évoquait un climat pesant, une envie d'échapper à cette maison, de vivre autrement.
L'adolescente semblait à la fois résignée et pleine de colère contenue. Elle écrivait à son petit ami qu'elle ne supporterait plus longtemps la pression paternelle. L'idée d'un conflit intérieur prenait de l'ampleur. Et si l'incendie n'avait pas seulement été l'œuvre d'un ennemi extérieur? Et si la mécanique de ce drame s'était nouée à l'intérieur même des murs de la maison? Mais les enquêteurs n'écartaient pas la piste d'une vengeance. Un témoignage fit basculer leur perception. Un ancien employé de la ferme, renvoyé dans des conditions humiliantes quelques années plus tôt, avait récemment été aperçu non loin de la propriété. Cet homme, connu pour ses excès de colère, vivait en marge du village, nourrissant une rancune tenace contre Jean. Avait-il attendu le moment propice pour se venger? Les gendarmes s'intéressèrent aussi aux conflits familiaux. Le frère de Jean, interrogé de nouveau, laissa échapper une phrase lourde de sens. Il voulait toujours tout pour lui, même au détriment des autres. Derrière ces mots, on sentait poindre une rancune ancienne, alimentée par des années de rivalité. Si l'homme nia toute implication, les enquêteurs comprirent qu'autour des Dupont, les inimitiés n'étaient pas rares. Et puis il y avait ce détail obsédant. L'assurance incendie augmentait quelques mois avant le drame. Pour les enquêteurs, l'hypothèse d'un geste prémédité par Jean lui-même ne pouvait être écartée. Mais dans ce cas, pourquoi aurait-il frappé à la tête avant l'incendie, puis entraîné sa femme et sa fille dans la mort? Cette version paraissait improbable, à moins que quelqu'un d'autre, connaissant cette assurance, ait trouvé un mobile pour agir. La tension monta encore d'un cran lorsque les experts en incendie confirmèrent leurs soupçons. Plusieurs foyers avaient été déclenchés simultanément dans la maison. L'incendie n'avait rien de spontané. Il avait été provoqué de manière méthodique, avec l'utilisation d'un accélérant. Cela ne faisait plus de doute. Il s'agissait bien d'un incendie criminel. Dès lors, l'affaire prit une tournure dramatique dans l'opinion publique. Les médias commencèrent à s'intéresser au dossier, relatant le drame d'une famille décimée par les flammes. Les images de la maison calcinée, entourée de rubans de sécurité, firent le tour des journaux locaux. Dans les cafés, dans les marchés, chacun avait sa théorie. Les Dupont n'étaient plus seulement des victimes. Ils étaient au cœur d'un récit où se mêlaient dettes, rancunes et secrets familiaux. Mais pour les gendarmes, une question restait en suspens. Qui, dans l'entourage, avait réellement intérêt à voir disparaître la famille? Était-ce un règlement de compte lié aux dettes? Une vengeance personnelle? Ou bien un drame intime, né de tensions trop longtemps refoulées? L'escalade était en marche, les certitudes s'effondraient les unes après les autres, et derrière chaque témoignage surgissaient de nouvelles zones d'ombre. Les Dupont, famille en apparence banale, devenaient le centre d'un maelstrom de soupçons et de contradictions. Et tandis que les enquêteurs creusèrent davantage, ils savaient qu'ils approchaient d'un point de bascule, le moment où l'ombre allait laisser place à l'explosion d'un drame irréversible. La nuit du 17 octobre 2003, tout semblait pourtant commencer comme une soirée banale. Dans la maison des Dupont, les volets étaient donc tirés tôt, comme à l'accoutumée. On disait que Jean avait passé une partie de la journée à la ferme, rentrant fatigué, préoccupé. Marie avait préparé un dîner simple partagé en silence, tandis qu'Émilie s'était enfermée ensuite dans sa chambre, révisant ses cours ou échangeant quelques messages sur son téléphone portable. Les voisins n'avaient rien entendu d'anormal. La maison, isolée au bout d'un chemin de terre, se fondait dans l'obscurité de la campagne. Le froid humide de l'automne enveloppait les alentours et seule la lumière jaunâtre de la cuisine avait brillé brièvement, avant que tout ne s'éteigne. Mais à l'intérieur, selon les enquêteurs qui reconstituèrent la scène, l'atmosphère était tout sauf paisible. Des tensions sourdes auraient éclaté ce soir-là. Jean, préoccupé par ses dettes et par l'avenir incertain de l'exploitation, se serait emporté une nouvelle fois. Une dispute aurait éclaté avec Marie, épuisée par la pression, et peut-être aussi avec Émilie, qui rêvait de plus de liberté. L'autopsie révéla que Jean avait reçu un coup violent à la tête avant l'incendie. L'arme, probablement un objet lourd, trouvé dans la maison, un outil ou une pièce de mobilier. Mais qui avait frappé? Sa femme, excédée après des années de soumission, sa fille, dans un geste de rébellion, ou bien un intrus entré dans la maison cette nuit-là, pour solder une rancune ou une dette? À partir de ce moment précis, tout bascula. Les experts en incendie établirent que plusieurs foyers avaient été allumés quasi simultanément dans différentes pièces, le salon, la cuisine, le couloir menant à l'escalier. Un liquide inflammable avait été répandu en plusieurs endroits, favorisant la propagation rapide des flammes. Le feu n'avait rien d'accidentel. Il avait été déclenché avec méthode dans une intention claire de destruction. Les minutes qui suivirent durent être d'une horreur indicible. Marie et Émilie furent probablement surprises dans leur sommeil. Les légistes notèrent l'absence de blessures de défense significatives. Elles n'avaient pas eu le temps de réagir. Le feu, attisé par l'accélérant, avait envahi la maison en quelques instants, piégeant les victimes dans un brasier dont personne ne pouvait sortir vivant. À l'extérieur, le silence de la campagne amplifiait le drame.
Aucun cri n'avait alerté les voisins, hormis quelques craquements sourds dans la nuit. Le feu progressait vite, avalant les poutres, faisant exploser les vitres, transformant la maison en un four infernal. Lorsque les pompiers arrivèrent, il était déjà trop tard. Les Dupont n'étaient donc plus qu'un amas de corps figés par la chaleur, serrés les uns contre les autres dans une ultime tentative de se protéger. Mais pour les enquêteurs, un détail glaçant demeurait. Jean, frappé à la tête avant l'incendie, ne pouvait avoir allumé le feu lui-même. Quelqu'un, dans ou hors de la maison, avait agi cette nuit-là déterminé à faire disparaître non seulement un homme, mais toute une famille. La Dordogne, habituellement paisible, se réveilla le lendemain avec la nouvelle effroyable. 3 vies consumées par les flammes. Une maison réduite en cendres. Et une vérité encore plus difficile à accepter. Ce drame n'était pas une fatalité. C'était un acte criminel pensé, exécuté avec froideur. Pour les gendarmes, la reconstitution de cette nuit posait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Le coup porté à Jean indiquait un geste volontaire. L'incendie méthodiquement déclenché prouvait une intention criminelle. Mais qui, parmi les suspects, pouvait réunir à la fois le mobile, l'opportunité et le sang-froid nécessaires? Était-ce l'un des créanciers venu récupérer une dette par la violence? Était-ce un proche animé par une rancune ancienne? Ou bien, hypothèse encore plus troublante, ce drame était-il né au cœur même du foyer d'un geste désespéré de Marie ou d'Émilie, dépassé par un climat devenu insupportable? Cette nuit-là, les flammes n'avaient pas seulement consumé une maison et une famille. Elles avaient effacé des preuves, brouillé les pistes et plongé tout un village dans l'incertitude. Désormais, une seule certitude demeurait pour les enquêteurs. La vérité ne pourrait surgir que de l'enquête méticuleuse qui s'annonçait. Et derrière chaque témoignage, chaque indice, se cachait peut-être la clé de ce drame atroce. Au lendemain de l'incendie, Saint-Cyprien était plongé dans le deuil. Mais dans les bureaux de la gendarmerie, une certitude s'imposait. Ce crime ne devait pas rester impuni. Car les cendres encore fumantes de la maison Dupont n'étaient que le début d'une affaire criminelle d'une intensité rare, qui allait révéler bien plus que ce que l'on imaginait au premier regard. Dès l'aube du 18 octobre 2003, alors que les cendres fumaient encore dans les ruines calcinées de la maison Dupont, les gendarmes de la brigade de Sarlat s'installèrent sur place. Un périmètre fut établi, des rubans rouges et blancs délimitaient désormais un lieu que les habitants, venus en curieux, observaient en silence. La bâtisse, éventrée, noircissait l'horizon. Sur les visages des riverains, on lisait autant la stupeur que la peur. La section de recherche de Bordeaux fut dépêchée en renfort. Très vite, la maison devint une scène de crime à ciel ouvert. Les experts en incendie, vêtus de combinaisons blanches, arpentaient les décombres, scrutant le moindre fragment encore identifiable. Leur verdict tomba rapidement. L'incendie avait été volontaire. Plusieurs foyers distincts, une propagation anormalement rapide, des résidus chimiques prouvant l'utilisation d'un accélérant. La thèse de l'accident domestique était définitivement écartée. À partir de là, l'affaire changea de dimension. Ce n'était plus un simple drame familial, mais un triple homicide maquillé en incendie. Les corps carbonisés, allongés dans le salon, racontaient une histoire différente de celle qu'on voulait faire croire. Les blessures à la tête de Jean, constatées par le légiste, confirmaient l'existence d'une agression préalable. Les enquêteurs dressèrent alors une première liste de suspects potentiels. Elle incluait d'abord l'entourage proche, le frère de Jean, en conflit ouvert avec lui depuis des années, un ancien employé licencié dans de mauvaises conditions, mais aussi certains créanciers informels auprès desquels Jean aurait cherché de l'argent. Les gendarmes passèrent de maison en maison recueillant les témoignages. Certains voisins affirmèrent n'avoir rien vu ni entendu, mais d'autres rapportèrent des détails troublants. L'un d'eux, insomniaque, déclara avoir aperçu une silhouette près de la ferme, tard dans la nuit, quelques heures avant que les flammes ne se déclarent. Impossible, dit-il, d'identifier cette personne dans l'obscurité, mais le souvenir le hantait encore lorsqu'il le rapporta aux enquêteurs. La presse locale, alertée dès le matin, s'empara de l'affaire. Les gros titres évoquaient une famille décimée dans un incendie criminel et posaient déjà la question. Qui pouvait en vouloir aux Dupont au point de les condamner à une mort aussi atroce? Les photographes braquèrent leurs objectifs sur les ruines, tandis que les journalistes interrogèrent les habitants avides du moindre détail. Saint-Cyprien, village jusque-là anonyme, devenait en l'espace de quelques heures le centre d'un drame sordide qui allait défrayer la chronique. À la gendarmerie, les auditions s'enchaînaient, le frère de Jean d'abord qui répétait qu'il n'avait rien à voir avec tout ça, mais dont l'attitude froide interpellait les enquêteurs. L'ancien employé, ensuite, dont la rancune était connue de tous. Mais son alibi, bien que fragile, fut confirmé par un voisin qui l'avait vu rentrer ivre chez lui ce soir-là. Restait la piste des dettes. Les gendarmes mirent au jour un carnet retrouvé dans les affaires de Jean, listant des sommes prêtées par plusieurs connaissances, certaines officiellement, d'autres par des prêteurs de l'ombre.
L'un d'eux, installé dans une commune voisine, avait déjà été impliqué dans des affaires de menaces et d'extorsion. Interrogé, il nia toute implication, mais les enquêteurs savaient qu'il possédait le profil d'un homme capable de régler ses comptes dans la violence. Dans le même temps, la police scientifique examinait les restes du mobilier et les débris retrouvés dans la maison. Ils confirmèrent la présence d'hydrocarbures répandus sur plusieurs zones stratégiques, signe que l'incendiaire connaissait bien les lieux. Il ne s'agissait pas d'un geste improvisé, mais d'un acte réfléchi, précis, presque chirurgical. Au fil des jours, la tension monta dans le village. Les habitants, sidérés, commençaient à se méfier les uns des autres. On murmurait que le coupable pouvait être l'un d'eux. Quelqu'un qui, le matin encore, saluait ses voisins comme si de rien n'était. Certains se barricadèrent le soir, redoutant qu'un criminel soit en liberté dans les environs. Les enquêteurs se concentrèrent désormais sur deux hypothèses principales. Celle d'un règlement de comptes extérieurs, lié aux dettes et aux rancunes de Jean, et celle d'un drame interne né au sein même de la famille. Mais comment imaginer que Marie ou Émilie aient pu déclencher un tel carnage ? Cette possibilité, aussi troublante soit-elle, n'était pas écartée. Un indice vint pourtant réorienter l'enquête. Dans les décombres, un objet métallique fut retrouvé, partiellement fondu mais identifiable, un vieux marteau taché de résidus biologiques. L'analyse révéla qu'il portait des traces correspondant au sang de Jean. L'arme du coup portée à la tête venait d'être identifiée. Restait à savoir qui l'avait utilisée. Ce détail relança les spéculations. Si l'on écartait l'hypothèse d'un intrus, cela signifiait que l'agresseur était familier de la maison, quelqu'un qui connaissait l'endroit où se trouvait l'outil, quelqu'un qui avait accès librement au Dupont. Le cercle des suspects se resserrait. Mais pour l'instant, aucun élément décisif ne permettait d'incriminer quelqu'un précisément. Tout n'était encore que zone d'ombre, pistes croisées, fragments de vérité partielle. Et plus l'enquête avançait, plus elle semblait révéler l'existence de secrets enfouis, de rancunes anciennes et de vérités dérangeantes que beaucoup auraient préféré taire. Car au fond, c'était désormais une certitude. Le drame des Dupont n'était pas seulement celui d'une famille anéantie, c'était aussi celui d'une communauté entière confrontée à l'idée glaçante que derrière les façades paisibles pouvaient se cacher les pires ténèbres. Les gendarmes le savaient, ils approchèrent du moment où les masques allaient tomber, car au milieu des rumeurs et des non-dits, certaines révélations allaient bientôt bouleverser l'enquête, redéfinissant totalement ce que l'on croyait savoir. Les semaines passaient et l'affaire Dupont occupait désormais toutes les conversations, bien au-delà de Saint-Cyprien. Dans les cafés, sur les marchés, dans les colonnes des journaux, on spéculait à voix basse sur l'identité du coupable. L'ombre d'un assassin planait et chacun se demandait s'il s'agissait d'un étranger de passage ou d'un visage familier. À la gendarmerie, l'enquête piétinait. Les pistes se multipliaient sans qu'aucune ne permette une avancée décisive. Mais un matin de novembre, un détail changea la donne. Les experts en incendie, poursuivant leurs analyses, révélèrent la présence d'empreintes partielles retrouvées sur un bidon métallique calciné, exhumé des décombres. Ce bidon contenait des traces d'hydrocarbures, identiques à celles relevées dans la maison. Autrement dit, c'était l'un des récipients utilisés pour propager les flammes. Les empreintes n'étaient pas complètes, mais suffisamment nettes pour être comparées. Le résultat fit l'effet d'une bombe. Elle correspondait à un membre de l'entourage proche, déjà interrogé. Pas un inconnu, pas un créancier louche, mais un visage connu du village. Très vite, les gendarmes convoquèrent le frère de Jean. Cet homme, avec qui la relation avait toujours été conflictuelle, se retrouvait désormais au centre des soupçons. Face aux enquêteurs, il maintint sa version. Il n'avait rien à voir avec l'incendie. Il expliqua que le bidon provenait de leur ancienne exploitation commune, qu'il avait pu y laisser ses empreintes avant même la rupture entre les deux frères. Une explication plausible, mais qui ne convainquit pas totalement les enquêteurs. Un autre élément bouleversa l'enquête. L'examen du téléphone d'Émilie, miraculeusement récupéré en partie dans les décombres, révéla plusieurs messages envoyés dans la soirée précédant le drame. Dans l'un d'eux, adressé à son petit ami, elle écrivait « Ce soir, ça va exploser. J'ai peur ». Ces mots, simples mais glaçants, prenaient une dimension tragique à la lumière des événements. Émilie avait pressenti que quelque chose allait se produire. Dès lors, une hypothèse plus intime se renforça. Le drame avait-il éclaté à la suite d'une violente dispute familiale ? Jean, excédé par les dettes et les tensions, s'en serait-il pris à sa femme ou à sa fille ? Aurait-il été frappé en retour, dans un geste de défense désespéré, avant que quelqu'un n'allume l'incendie pour masquer le geste ? Les gendarmes interrogèrent de nouveau les proches. La cousine de Marie confirma qu'elle lui avait confié sa peur grandissante, son envie de fuir, mais aussi son absence de courage. Elle parlait d'un climat insoutenable, d'un mari devenu irascible, d'une fille qui rêvait d'émancipation. Tout pointait vers une atmosphère explosive, prête à basculer dans le drame. Mais une découverte inattendue,
relança encore l'affaire. Les analyses financières montrèrent que Jean Dupont avait, quelques jours avant sa mort, retiré une somme importante en liquide. De l'argent dont on ne retrouva aucune trace dans les décombres, ni chez la banque, ni dans les affaires de la famille. Où était passé cet argent? À qui avait-il été destiné? Pour les enquêteurs, une nouvelle piste surgissait, celle d'un tiers venu réclamer cet argent dans une confrontation qui aurait mal tourné. L'hypothèse du règlement de compte retrouvait toute sa force. La pression médiatique, elle, atteignait son paroxysme. Les journaux titraient sur le mystère Dupont, sur cette famille réduite en cendres, sur les suspects qui se multipliaient. Les caméras s'installaient dans le village, harcelant les habitants qui se retranchèrent derrière leurs volets clos. Saint-Cyprien n'était plus un lieu paisible, c'était devenu le théâtre d'un drame national. Un soir de décembre, une confrontation fut organisée entre le frère de Jean et un témoin clé. Ce témoin, un agriculteur du coin, affirma l'avoir vu non loin de la maison le soir du drame, à une heure tardive. L'homme, déstabilisé, nia d'abord farouchement, puis admit avoir circulé dans les environs, mais pour une raison sans rapport avec l'incendie. Sa version hésitante accentua encore les soupçons. Pourtant, malgré ces indices, aucune preuve irréfutable ne permettait de l'inculper. Les empreintes sur le bidon pouvaient dater de plusieurs mois. Le témoignage visuel, fragile, reposait sur un souvenir incertain. Tout restait flou, ambigu. Les enquêteurs se trouvaient là face à une impasse. Les révélations soulevaient autant de questions qu'elles n'apportèrent de réponses. Qui avait frappé Jean? Qui avait allumé l'incendie? Où était passé l'argent liquide? Et surtout, comment expliquer ce message d'Émilie annonçant sa peur d'un drame imminent? À mesure que les zones d'ombre persistaient, une certitude glaçante s'imposait. Derrière l'incendie se cachait une vérité bien plus complexe que l'image d'un simple meurtrier isolé. Car ce qui se jouait dans cette affaire, c'était l'entrelacement de rancunes anciennes, de secrets intimes et de violences enfouies. Une mécanique implacable qui avait fini par éclater dans les flammes. Et bientôt, les révélations allaient conduire les enquêteurs jusque dans l'enceinte du tribunal où, face aux juges et aux jurés, les non-dits allaient être exposés au grand jour. Il fallut près de 2 ans pour que l'affaire Dupont arrive devant la cour d'assises de Périgueux. 2 années d'enquête, de contre-expertise, de débats houleux entre magistrats et enquêteurs, de révélations dans la presse et de spéculations incessantes dans l'opinion publique. 2 années où l'affaire, jamais élucidée complètement, devint un symbole d'énigmes criminelles au cœur de la France rurale. Lorsque s'ouvrit le procès, la salle d'audience était comble. Journalistes, familles, habitants du village, tous voulaient comprendre enfin ce qui s'était réellement passé cette nuit d'octobre 2003. 3 vies réduites en cendres, une maison méthodiquement incendiée et une question restée sans réponse claire. Qui avait allumé le feu? Au banc des accusés, un seul homme, le frère cadet de Jean Dupont. Les soupçons accumulés contre lui, les empreintes relevées sur le bidon, le témoignage fragile d'un agriculteur l'ayant aperçu près de la ferme ce soir-là, tout cela avait suffi pour le renvoyer devant la justice. Mais le dossier, aux yeux de nombreux observateurs, restait d'une extrême fragilité. Le président de la cour d'assises rappela d'emblée la gravité des faits. Un triple homicide, par incendie volontaire, un acte d'une violence inouïe qui avait plongé une famille entière dans les flammes. Les jurés écoutaient, graves, conscients de porter sur leurs épaules le poids d'une décision qui marquerait durablement le village et les proches. L'accusation déroula son dossier. Elle insista sur les rancunes anciennes entre les 2 frères, sur la querelle d'héritage jamais apaisée. Elle rappela les empreintes retrouvées sur le bidon contenant l'accélérant. Elle cita le témoignage de cet agriculteur affirmant avoir vu l'accusé rôder autour de la maison. Pour le procureur, le mobile était clair, une haine viscérale mêlée à des jalousies anciennes et à un désir de vengeance. Mais la défense contre-attaqua avec vigueur. Les avocats rappelèrent l'absence de preuves directes. Les empreintes, dirent-ils, pouvaient dater de plusieurs mois, voire d'années. Le bidon provenait d'une ancienne parcelle exploitée en commun par les 2 frères. Quant au témoin visuel, sa mémoire, sous l'effet du choc et du temps écoulé, ne pouvait être considérée comme fiable. Les débats prirent une tournure passionnelle. À la barre, certains voisins confirmèrent le caractère autoritaire de Jean, ses colères, ses dettes. D'autres insistèrent sur la froideur du frère cadet, sa rancune jamais éteinte, mais aucun ne put apporter l'élément décisif qui aurait pu lever tous les doutes. Le moment le plus troublant survint lorsque furent lus les messages d'Émilie Clodessi retrouvés dans son téléphone. Cette phrase glaçante, écrite quelques heures avant le drame, « Ce soir, ça va exploser. J'ai peur » résonna dans la salle comme une prophétie funeste. Pour l'accusation, elle prouvait qu'un affrontement était inévitable et que le frère avait pu profiter de cette atmosphère explosive pour commettre l'irréparable. Pour la défense, au contraire, ces mots désignaient un conflit interne au foyer, une dispute familiale violente qui aurait pu dégénérer sans intervention extérieure. Au fil des audiences, une atmosphère de doute s'installa. Rien n'était simple, rien n'était certain.
Les jurés, plongés dans le dédale des expertises contradictoires, des témoignages incertains et des hypothèses multiples, semblaient ébranlés. Lorsque vint le temps du réquisitoire, le procureur appela à la sévérité. Il décrivit un acte barbare, une exécution méthodique, un incendie allumé avec sang-froid pour anéantir une famille. Il demanda la réclusion criminelle à perpétuité, affirmant que la société ne pouvait tolérer un tel crime sans une sanction exemplaire. La défense, elle, plaida l'acquittement. Elle insista sur l'absence de preuves directes, sur les zones d'ombre, sur la possibilité d'une autre piste jamais complètement explorée, celle d'un créancier violent ou même d'un drame interne au sein du foyer. Les avocats terminèrent en rappelant ce principe fondamental. Le doute doit toujours profiter à l'accusé. Après plusieurs heures de délibération, le verdict tomba dans un silence pesant. Le frère de Jean Dupont fut acquitté. Non coupable. Faute de preuves suffisantes, la salle se figea. Certains poussèrent des soupirs de soulagement. D'autres laissèrent éclater leur indignation. Pour beaucoup, la justice venait d'échouer à donner une réponse claire à un crime atroce. Les familles des victimes, anéanties une seconde fois, sortiraient de la salle en silence, leurs visages fermés. Ce procès, loin d'apporter la vérité, avait laissé un goût amer, celui d'une énigme non résolue, d'un mystère persistant. Les Dupont restèrent des victimes, mais leur assassin, s'il existait bel et bien, demeurait libre. Et dans le village de Saint-Cyprien, cette conclusion résonna comme un coup de tonnerre. Car si ce n'était pas le frère, alors qui avait réduit la famille Dupont en cendres, l'acquittement du frère de Jean Dupont ne mit pas fin au drame. Au contraire, il ouvrit une blessure béante qui, encore aujourd'hui, n'a jamais cicatrisé. Pour les proches des victimes, pour les habitants de Saint-Cyprien, la justice avait échoué à répondre à la question essentielle. Qui avait condamné une famille entière à mourir brûlée vive dans leur propre maison? Dans le petit cimetière du village, 3 pierres blanches se dressent de côte à côte. Jean, Marie et Émilie reposent dans une tombe familiale régulièrement fleurie par quelques voisins et camarades de classe d'Émilie. Chaque 17 octobre, une cérémonie silencieuse réunit les rares proches qui restent, dans une atmosphère lourde, marquée par l'absence de vérité. Le silence des prières n'efface pas l'amertume, celle d'un crime impuni. Dans le village, la maison des Dupont n'existe plus. Après l'incendie, elle fut rasée, laissant place à un terrain vague, envahi par les herbes sauvages. Mais pour beaucoup, le simple fait de passer devant cet espace vide suffit à réveiller les souvenirs. Certains habitants affirment encore ressentir une gêne, une angoisse diffuse, comme si les flammes de cette nuit maudite continuaient de brûler dans les mémoires. La presse, elle, a depuis longtemps quitté Saint-Cyprien. L'affaire Dupont n'est plus qu'un dossier archivé dans les rédactions, un fait divers parmi tant d'autres. Mais pour ceux qui ont connu la famille, pour ceux qui ont vécu l'enquête et le procès, le temps n'a rien effacé. Car l'incertitude est sans doute plus douloureuse que la vérité. Aussi terrible soit-elle, certains continuent de croire que le frère est coupable, qu'il a échappé à la justice grâce aux failles du dossier. D'autres, au contraire, sont convaincus qu'un créancier ou un ennemi extérieur a profité des faiblesses de Jean pour agir. Enfin, quelques-uns avancent encore une hypothèse plus intime, celle d'un drame familial où la violence, les rancunes et la fatigue auraient conduit à un geste irréparable masqué par le feu. Mais aucune de ces hypothèses n'a jamais été prouvée. Aujourd'hui encore, les gendarmes de Dordogne évoquaient l'affaire Dupont comme l'une des plus marquantes, l'une des plus frustrantes de leur carrière. Un dossier où les indices, nombreux, semblaient tous converger vers une vérité qui, paradoxalement, reste insaisissable. Dans les archives judiciaires, on parle d'un cold case, un de ces dossiers gelés où tout a été dit, mais où rien n'a été définitivement établi. Et dans le village, on répète encore cette phrase terrible, entendue le jour du verdict. Les Dupont sont morts 2 fois. D'abord dans les flammes, puis dans le silence de la justice. La tragédie des Dupont dépasse désormais les frontières d'un simple fait divers. Elle est devenue un symbole, celui de ces drames enfouis dans la France rurale où la misère, la rancune et les secrets familiaux se mêlent parfois dans une mécanique fatale. 20 ans plus tard, la mémoire de Jean, de Marie et d'Émilie reste suspendue entre le deuil et le mystère. Leurs visages, figés sur des photos jaunies, rappelle l'image d'une famille en apparence banale, brutalement effacée dans une nuit d'horreur. Et chaque fois que l'on évoque leur histoire, une même question, lancinante, revient: qui a tué les Dupont? Une question qui, peut-être, ne trouvera jamais de réponse.